Vous connaissez sans doute la route de la soie, mais est-ce que vous connaissez la nouvelle route de la soie, ou devrais-je dire plutôt les nouvelles routes de la soie? C'est un vaste projet d'infrastructure de la Chine pour intensifier son commerce. Mais avant d'en discuter davantage avec notre invité, voici ce qui est sur la table à dessin. Depuis 2013, Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, s'est lancé dans un projet titanesque incluant la construction de plus de 1700 infrastructures dans 71 pays en Asie et en Afrique. Les nouvelles routes de la soie devraient s'achever en 2049, date symbolique qui correspond au 100e anniversaire de la République populaire de Chine. Le projet de Xi Jinping est évalué à 26 000 milliards de dollars. Depuis 2013, 500 milliards de dollars ont déjà été dépensés dans la réalisation des infrastructures. À travers ce projet, la Chine espère faciliter ses importations et ses exportations et ainsi devenir la première puissance mondiale. Le projet de Xi Jinping provoquera des changements géopolitiques majeurs en Asie, mais également pour le reste de la planète, notamment pour les États-Unis, qui pourraient perdre leur place de première puissance mondiale, ainsi que pour la Russie, qui souhaite former un contrepoids face au monde occidental. La construction de ces nombreuses infrastructures n'est pas sans poser quelques enjeux. L'Inde, par exemple, s'oppose à la liaison de la Chine au Pakistan par le Cachemire, une région sous haute tension. Notre invité pour parler de ces nouvelles routes de la soie, Éric Mottet, qui est professeur de géopolitique au département de géographie de l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes également co-directeur de l'Observatoire de l'Asie de l'Est. Bonjour. Bonjour. Dites-nous, M. Mottet, l'objectif de la Chine, en fait, avec ces nouvelles routes de la soie, c'est de ne plus dépendre de l'Occident pour son commerce, essentiellement, c'est ça? Alors, comme votre reportage l'a bien dit, vous l'avez bien compris, donc les nouvelles routes de la soie sont un projet pharaonique qui va intensifier les échanges commerciaux entre la Chine et le reste du monde, mais également faire une interconnexion très forte entre la Chine et le reste du monde, une interconnexion bien sûr sur le plan économique, mais une interconnexion sur le plan des transports, sur le plan des communications et sur le plan également culturel. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Et donc effectivement, si la Chine arrive à mettre en place la totalité de ces projets qui sont évoqués d'ici 2049, la Chine va se situer au cœur du système mondial et bien évidemment va peut-être supplanter les États-Unis et aura pris une avancée définitive peut-être pour des dizaines d'années. Et ça, c'est difficile de l'imaginer tellement c'est énorme, mais ce serait un changement majeur dans l'économie mondiale. Ça serait un basculement considérable. On parle souvent, depuis 10-15 ans, on parle quand même du basculement du monde en direction de l'Asie, et en particulier de la Chine. Et effectivement, la Chine sera peut-être d'ici 4 ou 5 ans la première puissance économique mondiale, et sera peut-être dans 20 ou 30 ans, grâce aux nouvelles routes de la soie, la première puissance géoéconomique mondiale. Alors elle a encore du retard sur le plan militaire, mais elle le rattrape à vitesse grand V. On reviendra dans quelques instants à la façon dont l'Occident réagit à ce projet-là, mais à côté de la Chine, il y a un autre joueur très important qui lui aussi aime bien réduire sa dépendance à l'Occident, c'est la Russie. Comment ce projet-là est perçu en Russie? Alors les Russes sont très ambivalents avec les nouvelles routes de la soie, puisque Moscou voit quand même d'un très bon œil la capacité d'investissement colossal des Chinois en Russie, puisque vous savez que sans doute que la Russie est concernée par deux routes, une route maritime qui est le passage du Nord-Est et un ou deux corridors de développement qui passeraient par la Russie, donc ils sont forcément intéressés par la capacité d'investissement et de transformation du territoire russe, mais en même temps ils se rendent compte ça aura des avantages pour eux aussi. Oui, c'est des avantages, mais c'est un énorme désavantage, c'est-à-dire que si effectivement ces routes de la soie fonctionnent, la Russie va perdre assez rapidement sa domination sur l'Asie centrale. Donc, alors, Chine et Russie se sont mis d'accord à partir de 2015 pour dire nous n'allons pas nous confronter sur le sujet de l'Asie centrale. On va essayer de mettre en place une cogestion, de mettre en place un co-développement économique de cette région, mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à avancer sur cette question, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les moyens pour arriver à cette cogestion de l'Asie centrale. On parle beaucoup d'infrastructures, mais vous le disiez d'emblée, il y a d'autres volets à cet immense projet, des volets culturels notamment, et pas que. Pouvez-vous nous en glisser quelques mots? Oui, alors c'est vrai qu'on parle toujours de la ceinture et de la route, donc la dimension terrestre et la dimension maritime, mais il y a une dimension énergétique qu'on oublie, puisque la Chine a la volonté, à travers ces nouvelles routes de la soie, de construire des gazoducs, des oléoducs, des lignes de très haute tension pour transporter donc de l'électricité sur des dizaines de milliers de kilomètres, la construction de centrales nucléaires, de centrales hydroélectriques, également vendre sa technologie en termes d'énergie renouvelable, comme le photovoltaïque et l'éolien.
Mais il y a aussi d'autres dimensions, des dimensions qu'on voit moins, puisque la Chine communique très peu sur ces aspects, qui sont par exemple l'harmonisation des systèmes éducatifs à travers tous les pays concernés par les routes de la soie. Donc bien sûr, une harmonisation qui serait à l'avantage de la Chine, une coopération sur le monde scientifique, la volonté ici de vendre, si vous voulez, la médecine chinoise au reste du monde. Donc il y a tout un tas de dimensions culturelles qui sont encore cachées pour l'instant, mais petit à petit qu'on voit apparaître. Et certains détracteurs de ce projet-là disent que c'est aussi une façon pour la Chine de développer une nouvelle forme de colonialisme, de rendre les pays avec qui elle fera affaire dépendants de sa culture, de son économie. Alors c'est une politique, la politique dite de soft power, qui a été mise en place en 2007 par la Chine. Donc c'était une volonté déjà d'exporter sa culture et de montrer, de sortir sa culture hors des murs. Et en réalité, aujourd'hui, on se rend compte que la Chine veut aller beaucoup plus loin. Elle veut non pas imposer sa culture au reste du monde, mais imposer ses standards, et ses standards sur le plan culturel, un peu comme l'ont fait les États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, on terminera là-dessus, mais quelle est la réaction des États-Unis et du reste de l'Occident face à ce vaste projet? Il y a plusieurs types de réactions. Il y a tout d'abord les grands organismes internationaux, comme le Fonds monétaire international, comme la Banque mondiale, qui disent est-ce que c'est bien raisonnable comme projet? Ça va coûter des milliers de milliards et on va endetter donc un certain nombre de pays. Il y a des pays comme les États-Unis et les Occidentaux qui regardent ça avec intérêt, avec recul. Et puis, il y a les pays dans l'environnement régional qui ne sont pas très contents. Dans le reportage, on parle de l'Inde, mais ce n'est pas les seuls. Et on voit que depuis quelques mois, la gronde monte autour de ce projet dans l'environnement régional asiatique. On voit des pays comme la Malaisie qui s'est retirée d'un certain nombre de projets, alors qu'il y a encore quelques mois, la Malaisie était très proche des projets. Donc, il y a quand même une grogne qui monte. Il y a beaucoup d'interrogations qui apparaissent actuellement en Asie, en Afrique et dans le reste du monde sur ces grands projets. Éric Mottet, professeur de géopolitique à l'UQAM et co-directeur de l'Observatoire sur l'Asie de l'Est. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.